119e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État. La laïcité, c'est la liberté de conscience. En ce 119e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, qui a consacré la liberté de conscience et la laïcité institutionnelle, la libre pensée déclare œuvrer sans relâche à l'unité des laïcs autour d'un certain nombre de principes fondateurs de la séparation des Églises et de l'État. Le principe de séparation entre la sphère publique et la sphère privée. Par sphère publique, la libre pensée définit le domaine des institutions, des pouvoirs publics, des services publics. Dans la sphère privée peuvent s'exprimer totalement et librement les opinions, même religieuses, article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Laïcisation et sécularisation. Les deux termes ne peuvent être confondus. La laïcisation concerne les institutions dans la République, la chose publique, la sécularisation, le désintérêt envers la religion, concerne l'individu, le citoyen. Tout État qui dit, croit ou ne croit pas, est un État totalitaire. Les religions, comme l'athéisme, sont des options personnelles et ne sauraient être un principe institutionnel. Francis de Pressensé, président de la LDH, disait en 1905, « L'État s'arrête où commence la conscience, la libre pensée exige le respect de la liberté de conscience de chacun et de tous. » L'égalité des citoyens ne peut se faire que par la non-reconnaissance officielle des conceptions métaphysiques. Rappelons que « reconnaissance » est un terme juridique qui ouvre des droits, par exemple quand des parents reconnaissent un enfant, ils lui assurent des droits et ils ont des devoirs envers lui. Cette non-reconnaissance implique un non-financement public des cultes, directement ou indirectement, comme pour les réseaux d'enseignement privé par exemple. On le voit clairement dans la loi Debré de décembre 1959, mère de toutes les lois anti-laïques, qui avantage outrageusement l'école catholique à hauteur de 12 milliards d'euros par an. La liberté de l'enseignement n'implique pas le financement public de l'enseignement privé. Fonds publics à l'école publique, à école privée fonds privés. La libre pensée, fidèle au serment de Vincennes de 1960, ne cesse d'exiger sans relâche, avec force et vigueur l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques. C'est pourquoi, dans le cadre du collectif unitaire pour la défense de l'école publique, initié par la FSU, la libre pensée a élaboré un plan de sortie en 6 ans du financement public de l'enseignement privé, plan assorti de plusieurs propositions de loi traitant de différents aspects de cette sortie. Ce plan est déposé et ce à l'objet d'une discussion dans ce collectif pour arriver à la conclusion d'un plan commun d'abrogation de la loi Debré et des lois anti-laïques. Liberté de conscience ou idéologie d'État? La loi dite « séparatisme » de 2021 veut instituer une idéologie d'État à travers l'imposition obligatoire de « valeurs » à tous, une « sécularisation » forcée, imposée aux musulmans en particulier, au profit du christianisme, conférence aux Bernardins, par exemple. Macron veut réparer le lien entre l'Église et l'État, et du judaïsme, Hanouka à l'Élysée, par exemple, où le même insiste sur le chemin de l'unité et de la bienveillance entre l'État et le judaïsme. La loi dite « sécurité globale », qui met la police partout et la justice nulle part, est une loi qui réprime les citoyens.
c'est le totalitarisme en marche. La laïcité, ce n'est pas la xénophobie, le racisme, la répression, les interdits croissants contre tous ceux qui pensent autrement que le gouvernement. La libre pensée considère que la défense réelle de la laïcité est incompatible avec un quelconque soutien à ces deux lois liberticides, racistes, xénophobes et policières. Il faut choisir entre la liberté et l'oppression, la libre pensée a choisi son camp. La laïcité, c'est la liberté et non l'oppression. Unité des laïcs pour la liberté de conscience. Unité des laïcs pour la défense de la loi de 1905. Unité des laïcs pour l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques. Unité des démocrates pour l'abrogation des lois, séparatisme et sécurité globale. La Fédération nationale de la libre pensée appuiera tous pas vers la fin du financement public de l'enseignement privé et propose de débattre de son plan de sortie, car la seule solution pour défendre l'école publique et laïque c'est l'abrogation de la loi Debré. Un chien de garde sur la table. Morgan Termelen. Matché. Ce n'est pas le locataire du 6e étage qui est antifasciste, c'est le fasciste qui est anti-locataire du 6e étage. Cette réplique du film Une journée particulière, du cinéaste italien Ettore Scola, paru en salle en 1977, avec Marcello Mastroianni et Sofia Loren, résume pour moi l'essence du fascisme tel qu'il est perçu par ses innombrables victimes, conscientes ou inconscientes. Dans une ambiance à la fois intimiste et glaçante, le film relate la relation qui se noue entre deux locataires d'un immeuble de Rome à l'architecture futuriste typique de l'époque mussolinienne, un homme seul et une mère de famille nombreuse. Il est beaucoup question ces derniers temps de lutte contre l'extrême droite ou de lutte contre les idées d'extrême droite. L'objet de la présente conférence n'est nullement, de donner des recettes de lutte contre l'extrême droite, ni contre ces idées, je me garderai bien de prétendre savoir à moi tout seul comment on fait. Le but en est d'élaborer une réflexion collective sur la nature historique et politique de ces mouvements que l'on regroupe sous un même vocable ou une même expression. Par là même, si cette conférence avait pour résultat qu'on puisse forger collectivement des outils de lutte contre l'extrême droite et le fascisme, je m'en verrais plus que récompensé par la satisfaction de la tâche accomplie. Pour ce faire, il me semble important d'aborder en premier lieu les conditions politiques dans lesquelles le fascisme est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933. Après une brève transition qui aura pour but d'éclairer le concept de despotisme et ce qui le différencie de qu'on appelle communément l'état de droit, je conclurai par un aperçu de la résurgence de l'extrême droite et de ses pratiques dans la période politique actuelle, particulièrement en France. Mais avant cela, il apparaît comme essentiel d'ouvrir une parenthèse et d'aborder de façon aussi brève que possible des questions de méthodologie. Nous allons aborder un certain nombre de questions qui relèvent de la théorie politique. Le mot théorie provient d'un verbe du grec ancien qui signifie observer, regarder, contempler. Aussi la théorie peut-elle être considérée comme un ensemble d'outils conceptuels conçus par l'esprit humain afin d'aider à la compréhension de la réalité objective et matérielle. C'est ce qu'on appelle des modèles, des simplifications qui permettent à la conscience humaine d'appréhender des réalités plus complexes. Je vais en donner quelques exemples concrets. Prenez par exemple le modèle réduit d'un navire marchand. Il en reproduit l'image, certaines des caractéristiques, en beaucoup plus petit. Il permet donc à la conscience de celui qui regarde ce modèle de se faire une idée, plus ou moins approximative, du vrai navire, qui mesure plusieurs dizaines de mètres de long, peut transporter plusieurs centaines de tonnes de marchandises et est capable de traverser les océans. Il en va de même pour une carte routière de France, elle permet à l'automobiliste de se diriger vers la destination de son choix, d'acquérir une certaine connaissance du territoire qu'il traverse. Mais en aucun cas, ni l'amateur de modèles réduits de bateaux, ni l'automobiliste, ne vont confondre le modèle avec la réalité qu'il symbolise. L'automobiliste sait très bien, par instinct, que la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Je souhaiterais que ce leitmotiv soit un peu le fil conducteur des propos qui vont suivre. En sciences humaines et en sciences politiques, contrairement à notre automobiliste ou à notre amateur de modèles réduits,
il arrive trop souvent, je m'empresse de plaider coupable, c'est un travers parfaitement normal de l'esprit humain, il faut juste tenter d'en avoir conscience à tout instant pour s'en prémunir. Que l'on confonde le modèle théorique qui a été élaboré comme une clé de compréhension de la réalité, avec la réalité elle-même. C'est ainsi que des termes tels que démocratie, monarchie absolue, bonapartisme, fascisme, etc., sont vus comme des réalités absolues et qu'on cherche parfois à plaquer les exemples réels, vivants, au concept modélisateur et à disserter pour savoir quel est l'exemple de la réalité qui colle le plus au modèle. Comme ce qui nous intéresse, c'est l'action politique et non les discussions académiques sans fin, c'est la raison pour laquelle je souhaite éviter cet écueil. Le cas de l'Allemagne. Fascisme, régime établi en Italie de 1922 à 1945, fondé sur la dictature d'un parti unique, l'exaltation nationaliste et le corporatisme. Doctrine ou tendance visant à installer un régime autoritaire rappelant le fascisme italien, ce régime lui-même. Voilà la définition que donne du fascisme le dictionnaire Larousse. Cette définition se suffit à elle-même et donne un aperçu bref de l'idéologie et du fonctionnement d'un tel régime. Cette définition peut donc être utile et pertinente, mais elle se suffit à elle-même, elle ne suffit donc pas à tout. Pour une compréhension de ce qu'est le fascisme et de ce qu'est l'extrême droite, deux notions distinctes, il apparaît comme nécessaire d'en comprendre les buts. Non pas les buts affichés, mais les buts réels. Adolf Hitler est nommé chancelier, Premier ministre, le 30 janvier 1933 suite aux élections législatives de novembre 1932, où le parti nazi accuse une forte baisse du nombre de voix. Sa nomination a été rendue possible par la division des principaux partis de gauche, le SPD, social-démocrate, et le KPD, Parti communiste d'Allemagne, qui, à eux deux, sont majoritaires dans le pays. Pour raffermir le pouvoir de Hitler, de nouvelles élections législatives sont convoquées en mars 1933. Profitant de la désunion entre les partis de gauche et les organisations syndicales de travailleurs, les sections d'assaut du parti nazi s'en prennent à tous les organes du mouvement ouvrier, sièges de syndicats, de partis politiques, de journaux et d'associations, semant la terreur et empêchant toute riposte organisée des travailleurs. Une fois le pouvoir de Hitler affermi en juillet 1933, les premiers locataires des camps de concentration nazis furent bel et bien les dirigeants syndicaux et politiques du mouvement ouvrier. Les syndicats furent interdits, les partis politiques de gauche aussi, désormais, les travailleurs allemands ne disposaient plus d'aucune organisation, d'aucune institution qui leur appartint en propre afin de pouvoir défendre leurs intérêts. Je vais de nouveau ouvrir une petite parenthèse. L'objet de cette conférence n'est pas de fournir une analyse des responsabilités des dirigeants politiques et syndicaux allemands de l'époque dans la prise de pouvoir de Hitler. D'autres l'ont fait bien avant moi et sans aucun doute avec davantage de pertinence, surtout ceux qui ont vécu à l'époque des faits. Il convient néanmoins de souligner le fait que si les aspirations à l'unité de la classe des travailleurs n'avaient pas été systématiquement frustrées, Hitler et sa clique, ainsi que l'État allemand, n'auraient jamais pu instaurer ce régime totalitaire d'écrasement de la classe ouvrière organisée pour défendre ses intérêts. La parenthèse est refermée. Aussi disposons-nous désormais d'une image de ce qu'est le fascisme au-delà des idées qu'on peut lui attribuer. Cette image résulte de l'analyse des buts réels que ces mouvements politiques poursuivent. Dans la période qui a immédiatement précédé la prise du pouvoir par Hitler, nous savons que le grand patronat industriel allemand, voyant le parti nazi, le NSDAP, s'affaiblir, contribua à le renflouer financièrement avec de très importantes sommes d'argent. Chacun avec deux doigts de jugeote sait que c'est celui qui paie l'orchestre qui choisit la musique. Nous voyons aussi apparaître dans cette démonstration un autre élément qui nous permet de caractériser ce qu'est le fascisme. Pour mater la classe ouvrière à un certain moment donné de la crise de leur domination, les classes possédantes ne peuvent se contenter de se servir d'un appareil d'État qui, certes, est de par sa nature même, complètement dévoué au service de ses intérêts. Non, les classes possédantes font appel à des forces extérieures à l'État, des bandes de nervis recrutées parmi les secteurs les plus déclassés de la société, la petite bourgeoisie qui se sent menacée par les travailleurs salariés, etc. Donc, les classes possédantes font appel à une forme de violence extralégale qui s'appuie davantage sur la passivité de l'État que sur sa collaboration active avec cette dernière, tout simplement, on laisse faire, on n'intervient pas. Il faut de multiples conditions pour que ce genre d'événement puisse advenir. L'une de ces conditions est la déliquescence du fonctionnement normal de l'État démocratique bourgeois, comme l'était la République de Weimar, donc la remise en cause progressive de l'ordre juridique sur lequel cet État repose, ce dans des conditions où les classes possédantes voient les conditions de leur domination vaciller dans un contexte de crise successive. L'ordre juridique et l'arbitraire. L'ordre mondial hérité de 1945 et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que l'on pourrait plutôt définir comme une sorte de gestion organisée d'un désordre assumé,
est en train de voler en éclats. Sur la planète entière, les peuples sont en révolte plus ou moins consciente contre la remise en cause des maigres conquêtes de civilisation du passé que le capital en crise ne saurait tolérer plus longtemps. En même temps, même au sein de la grande puissance impérialiste que sont les États-Unis, la domination des classes possédantes est rendue de plus en plus difficile par la résistance opiniâtre du peuple américain, dans un contexte d'effondrement de la société américaine. Les guerres se multiplient et la volonté de maintenir l'hégémonie de la puissance américaine fait voler en éclats les maigres garanties de l'ordre juridique international, ainsi que les institutions chargées de le faire respecter. Il n'est que de voir le deux poids deux mesures qui règne dans le traitement du conflit entre la Russie et l'Ukraine et le traitement de la question palestinienne dans le génocide actuellement en cours dans le ghetto de Gaza. Je ne vous cacherai pas que j'appartiens à un courant politique qui me fait dire, à l'instar du grand Lénine à propos de la Société des Nations, que l'ONU et ses institutions ne sont qu'un repère de brigands au service du capital. Cependant, je considère qu'à l'instar des codes juridiques que l'humanité a développés depuis l'Antiquité, parmi lesquels le droit romain constitue une forme d'aboutissement, l'élaboration de normes juridiques internationales visant à réguler les relations entre les États et à éviter les conflits armés répond à une nécessité de progrès de la civilisation humaine. La couronne la plus noble ou la plus puissante ne doit point se dispenser de subir avec égalité toutes les lois communes de la guerre, écrit Fénelon dans son ouvrage Examen de conscience sur les devoirs de la royauté, rédigé en 1702 pour l'instruction politique du duc de Bourgogne, où il ajoute par ailleurs que « il n'est pas permis d'espérer qu'une puissance supérieure à toutes les autres demeure longtemps sans abuser de cette supériorité. Suivez mon regard, vers l'ouest, à travers l'Atlantique. Et permettez que le libre penseur que je suis vous présente ses plus plates excuses pour avoir étayé son propos par les citations d'un curé jésuite du règne de Louis XIV. C'est donc à une époque où n'existait aucun droit international que le concept en est né. Précisément pour éviter l'arbitraire qui règne dans les rapports entre les États, de la même manière que les codes civils et pénals ont pour but d'éviter l'arbitraire dans les rapports entre les individus ou que le code public, par l'existence d'une constitution, tend à éviter l'arbitraire dans les rapports entre les individus et l'État. Or, il se trouve qu'avec la crise du capital et donc la crise de la domination des classes possédantes, les normes juridiques les plus évidentes, ce qu'on appelle l'état de droit, tendent à être remises en cause afin d'imposer l'arbitraire. Dans la période écoulée, nous avons vu se multiplier les interdictions de manifestation, notamment celles qui concernent la défense du peuple palestinien contre le génocide dont il est la victime, la violation des règles constitutionnelles de séparation des pouvoirs avec des ministres en exercice qui exercent des fonctions parlementaires. Nous avons vu, lors de la crise du Covid et l'instauration du pass frauduleusement qualifié de sanitaire, le Conseil dit constitutionnel s'asseoir sur le principe de consentement libre et éclairé au sujet de l'administration de médicaments en phase expérimentale, en dépit des arguments juridiquement fondés de ceux qui s'étaient opposés à cette mesure totalitaire, au titre des articles L. 1121-1 et 1122-1 du Code de la santé publique. Un grand nombre d'individus scandalisés par ces dérives y ont vu des conséquences de la personnalité singulière de l'actuel président de la République. Or, cet individu, tout comme la crise des institutions bonapartistes de la Ve République, n'est rien d'autre qu'un symptôme de la crise de la domination des classes dirigeantes de notre pays. Macron et la montée de l'extrême droite. Au cours des derniers soubresauts d'agonie de l'inqualifiable quinquennat de François Hollande, le capital financier, c'est-à-dire le conseil d'administration des vrais dirigeants de notre pays, a ressenti la nécessité de mettre directement les mains dans le cambouis, d'accéder directement aux manettes. Je m'empresse de préciser que si je qualifie le quinquennat de François Hollande d'inqualifiable, c'est parce que d'autres adjectifs me viennent spontanément à l'esprit et que, du haut de l'intrépide courage qui me caractérise, je souhaite m'éviter les désagréments d'un procès en diffamation. Pour accéder directement aux manettes de la Ve République, le capital financier avait besoin d'une marionnette à agiter, un médiocre cadre du système bancaire totalement dépourvu de scrupules, un pur produit de notre époque ayant pantouflé avec désinvolture dans le marigot politique du régime, pouvait parfaitement faire l'affaire. Ce fut Emmanuel Macron, un insignifiant et ridicule Rastignac de sous-préfecture à l'esprit manifestement dérangé à qui on a fait endosser le costume du général de Gaulle. C'est dire si ces gens sont aux abois. Notre Rastignac 2.0 est une pure invention médiatique et politique. Une imposture. Un pur produit de marketing. Une escroquerie intellectuelle et politique. Répétons-le, ce produit marketing frelaté appelé Macron est destiné à poursuivre les politiques de démantèlement des conquêtes sociales des travailleurs, de destruction des services publics, de destruction de la sécurité sociale, de notre système de santé, de l'école laïque et républicaine, ce au profit du capital financier. Il fallait donc un enrobage idéologique au produit marketing Macron. Il fallait vendre une idéologie d'ouverture au monde pseudo-républicaine, pro-européenne,
libérale, faussement progressiste, dégoulinante d'un jésuitisme sirupeux qui se prétend frauduleusement humaniste. Sa clientèle électorale, de larges pans de la population qui gravitaient autour d'une classe moyenne supérieure dont le surmoi prétendument de gauche était de plus en plus encombrant pour la défense de ses intérêts immédiats. Il fallait que cette fraction de la population puisse s'en défaire sans pudeur. Et, pour cela, il fallait un faire-valoir à cette construction idéologique du marketing macroniste. Il était donc nécessaire de montrer dans un miroir inversé une France raciste, mesquine, qui pue la clope et le gazole, qui ne travaille pas, qui vit de l'aide sociale et des allocs, qui est rétive à s'adapter à la mondialisation heureuse, épanouie et exubérante des startups et de l'économie numérique. Il fallait affronter le RN au second tour. Ce fut chose faite et le produit marketing Macron fut élu au second tour face à une France très largement fantasmée. Malgré cela, cette France de la périphérie, moins d'un an après la conquête du pouvoir par le produit marketing, le réel a rattrapé les illusions du marketing. La France objet du mépris, reléguée à sa périphérie, a fait entendre sa voix. Le mouvement des Gilets jaunes était né, produit direct de ce mépris de classe savamment orchestré et des politiques économiques menées en son nom. Le mouvement puissant, énorme, semblait renverser la table, y compris devant le regard stupéfait et méfiant de grand nombre de ceux qui auraient dû se placer spontanément de son côté. Puis le mouvement facilita l'émergence d'un puissant mouvement de contestation et de grève massive contre la réforme des retraites de fin 2019. Mouvement opportunément interrompu par la vague mondiale d'arrestations à domicile des populations sous prétexte d'épidémie asiatique alors qu'on continuait allègrement de détruire les systèmes de santé de par le monde. La suite, tout le monde la connaît. Loi sécurité globale, loi séparatisme répression de la contestation sociale avec les vagues d'arrestations arbitraires, les mains arrachées et les yeux éborgnés par des tirs de LBD, nassage des manifestations, jeunes assassinés par les forces dites de l'ordre. Une vague de répression inédite s'est abattue sur notre pays avec les interdictions totalement arbitraires de manifester, notamment contre le génocide dont est victime le peuple palestinien dans le ghetto de Gaza, la stigmatisation incessante de nos compatriotes de confession musulmane sous le prétexte fallacieux de la lutte contre l'islamisme, l'amalgame honteux entre l'antisémitisme, qui est l'hostilité inadmissible contre une communauté humaine, et l'hostilité au sionisme, qui est une idéologie à laquelle tout citoyen a le droit d'adhérer ou de la rejeter dans une société démocratique normale. Le règne de la malhonnêteté intellectuelle, du mensonge et de la calomnie s'appelle la Macronie. On a vendu un produit marketing au masque faussement humaniste et libéral. Ce produit marketing a montré son vrai visage. Il n'obéit pas aux résultats des dernières élections législatives. Il s'appuie sur son allié de fait le RN pour se cramponner au pouvoir. Il criminalise toute opinion divergente. Il instaure l'arbitraire comme mode de domination. Il s'affranchit des règles du droit. Le pouvoir macroniste est d'extrême droite. Il n'est pas encore fasciste car il n'a pas le pouvoir ni la possibilité d'écraser les institutions et les organisations des travailleurs en tant que classe sociale organisée. Mais il est d'extrême droite dans sa pratique du pouvoir, par le règne de l'arbitraire, dans son discours où il définit ses prétendues « valeurs de la République » comme une soumission sans discussion au pouvoir établi, par sa volonté de caporaliser la jeunesse avec l'infâme SNU. Tout ce qui précède sont des pratiques politiques. Des pratiques au service des intérêts bien compris du capital financier face à l'immense majorité de la population dont les intérêts sont violemment pris à partie. Une telle contradiction entre d'une part des politiques qui heurtent violemment les intérêts de l'immense majorité de la population au profit des intérêts d'une infime minorité de privilégiés et d'autre part un régime et des traditions démocratiques, quel qu'en soit le caractère imparfait, ne peut durer très longtemps sans qu'elle soit résolue dans un sens ou dans l'autre. Aussi n'ai-je pas de recette magique pour lutter contre ce que j'appellerais les extrêmes droites. J'ai néanmoins une certitude. C'est une conséquence de la lutte impitoyable de deux classes sociales, une minoritaire et l'autre majoritaire. C'est pourquoi je suis convaincu que la défense intransigeante des libertés démocratiques face à l'extrême droite va de pair avec la défense non moins intransigeante des conquêtes sociales des travailleurs, ainsi que de leurs revendications en matière de salaire, d'emploi et de conditions de travail. Je vous remercie.